D'abord, je veux saluer l'audace de l'IRCOM. Parce que inviter un élu à s'exprimer sur pourquoi est-ce que la jeunesse doit s'engager en politique quelques semaines, quelques jours après l'affaire Cahuzac, c'est comme si vous aviez décidé d'inviter un banquier quelques jours après la chute de Lehman Brothers, en lui demandant quel était l'avenir des traders, ou si vous aviez décidé de faire venir un champion de vélo la semaine des aveux de Lance Armstrong pour parler de la probité dans son sport. Alors vous l'avez dit, quand on est dans une profession qui recueille 77% d'opinions défavorables, statistiquement, quand je vous vois tous et toutes ici, je me dis qu'il y a peut-être 25 à 30 personnes qui n'ont pas une opinion trop négative de moi avant que je commence, et mon objectif sera de faire en sorte à la fin de cette soirée que ce chiffre n'ait pas encore diminué par rapport au point de départ. Comment dire les choses de la manière la plus simple? D'abord, les propos que je vais tenir ne sont pas des éléments de langage préparés par les membres de mon cabinet. Je ne vais pas vous réciter un manuel ou un petit guide du parfait homme politique avec des propos qui seraient convenus, ce qui veut dire que mes propos n'engagent que moi, que je ne m'exprime pas au nom de la totalité de ceux qui se sont engagés en politique, je ne préjuge pas des raisons qui ont conduit d'autres à le faire, je souhaite simplement qu'on respecte celles pour lesquelles je l'ai fait moi. Mes parents sont médecins, l'un et l'autre, et je n'avais pas de raison particulière de m'engager en politique au niveau familial. Je dois dire que leur accord politique sur la plupart des sujets faisait que nous n'avions finalement qu'assez peu de débats, et je suis très conservateur, pas seulement dans mon étiquette politique, mais parce que finalement j'ai embrassé en grande partie les thèses qui étaient les leurs dans un certain nombre de domaines. Donc c'est pas un sentiment de révolte, de rébellion contre l'ordre établi ou quoi que ce soit de ce genre qui m'a amené à m'engager en politique. C'est d'abord la volonté d'être acteur plutôt que spectateur. La première grande raison de mon engagement politique, c'est ça. Mais ça, c'est bien quand on a 12, 13, 15 ans, comme c'était mon cas. Ça ne suffit pas à transformer ce que peut être une envie d'adolescent en un engagement effectif. Ensuite, je suis intimement persuadé qu'on ne peut bien faire de la politique que si on aime les gens. Je vais être précis sur ce point. Aimer les gens, ça ne veut pas dire leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Aimer les gens, ça n'est pas ne jamais dire non quand on vous pose une question. Aimer les gens, c'est considérer qu'il y a dans toutes les rencontres que vous pouvez faire, et qui peuvent parfois être perçues comme étant des pertes de temps par une partie de ceux qui vous entourent, une vérité, une authenticité, une histoire à découvrir, une personne à aimer au sens le plus propre du terme. La troisième raison de mon engagement en politique, et les raisons qui m'ont poussé à le faire, c'est qu'il y a, pour tous ceux qui ne croient pas en la réincarnation, et c'est mon cas, je le confesse, la possibilité de vivre plusieurs vies en une seule. Vous pouvez dans une journée passer d'une rencontre avec des sportifs, des bénéficiaires de minima sociaux, déjeuner avec des chefs d'entreprise, assister à l'inauguration d'une exposition improbable en présence d'une ancienne Premier ministre croate, et terminer la journée à l'IRCOM. C'est à peu près la journée que j'ai passée depuis ce matin, pour être précis, et demain ce sera à nouveau totalement différent. Mais vouloir être acteur, aimer les autres, et avoir envie de vivre plusieurs vies en une seule, ça ne suffit pas si vous n'avez pas des convictions à porter ou à défendre. Vu de loin, on peut avoir de la politique plusieurs visions. La première, c'est celle de considérer que la République est faite de fromage et qu'il y a finalement un certain nombre d'hommes et de femmes qui vont profiter du système, passer d'une responsabilité à une autre, rechercher les honneurs, les bureaux avec 6 mètres de plafond, les voitures avec chauffeur, et cumuler les indemnités pour s'enrichir. Libre à chacun
de le penser, je ne dis pas que ça n'est le cas de personne, je dis simplement que l'autre côté du miroir, il est fait aussi d'un certain nombre de contraintes qu'on ne mesure pas forcément au premier abord. La première de ces contraintes, elle tient tout simplement à la lourdeur des journées et des semaines, et plus encore par rapport à beaucoup de métiers qui peuvent être prenants, aux contraintes particulières que vous avez par rapport à votre vie de famille le week-end. Parce que travailler comme un forcené du lundi au vendredi, il y a des quantités de gens auxquels ça arrive, quels que soient les domaines d'activité dans lesquels ils se trouvent. Mais aller inaugurer une station d'épuration à Brion un samedi matin à 10h. Participer à une remise du concours de gymnastique de Baugé, ou assister à une Sainte-Barbe à Brain-sur-Alonne, croyez-moi, ce sont des occasions plus clairsemées de rencontrer les uns et les autres. Et au-delà de cette boutade, il y a effectivement une charge en termes de présence qui est extrêmement contraignante sur le plan de la vie de famille. Et quand vous vous engagez en politique, une part de cette contrainte, c'est que vous cessez pour partie de vous appartenir, parce que pour la personne qui est en face, considère que c'est normal que vous veniez à l'inauguration ou à la manifestation qu'elle va organiser. Et qu'il y aurait même une forme de mépris, d'arrogance ou de suffisance pour un élu à ne pas assister à la manifestation telle qu'elle est organisée. À cette première contrainte de lourdeur d'agenda, on ajoute une autre, c'est le fait de ne plus totalement s'appartenir soi-même. Quand vous avez un peu de notoriété, que vous passez dans le journal, vous avez un phénomène qui peut être agréable par certains moments, c'est que les gens ont le sentiment de vous connaître. Mais comme ils ont le sentiment de vous connaître, ils se permettent aussi parfois de vous interpeller dans des situations où vous n'êtes pas nécessairement dans l'exercice immédiat de vos responsabilités. Et je vous assure que au rayon poissonnerie de mon supermarché, quand je suis avec mes enfants et que j'ai un monsieur qui vient me parler de son problème de logement social, je l'écoute avec tout l'amour dont je vous parlais tout à l'heure et la volonté d'être acteur plutôt que spectateur, mais avec en même temps au fond de moi le sentiment que la frontière entre cette vie publique et cette vie privée, elle n'est pas toujours extrêmement simple à tenir, et que plus grave, c'est surtout une contrainte que j'impose à celles et ceux qui m'entourent et qui, eux, n'ont rien demandé, n'ont rien choisi. Donc sincèrement, si vous mettez d'un côté ce que sont les contraintes sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale, sur le peu de temps que vous avez pour voir vos amis, parce que quand vous avez des moments de libre et que vous avez des enfants, vous faites en sorte aussi de pouvoir leur consacrer du temps. Si la seule chose qu'il y a en face, c'est la voiture avec chauffeur et l'article dans la presse, croyez-moi que le compte n'y est pas. Surtout que la presse, quand vous êtes élu pour la première fois, elle est généralement unanime pendant 15 jours à 3 semaines. Mais ça ne dure pas. Et quand vous faites de la politique, vous vous confrontez à une autre réalité. C'est d'avoir la certitude, rapidement, que des gens ne vous aiment pas. Et des gens auxquels vous n'avez rien fait. Des gens même que vous ne connaissez pas. Je vais vous raconter une anecdote, et elle me pardonnera, qui concerne maman. Lors d'une de mes premières interventions publiques, avant les élections municipales de 1995, il y avait dans la commune d'Arvilliers, où j'ai été élu pour la première fois, une soirée consacrée à l'autoroute. Elle n'avait pas été encore réalisée, il y avait des débats pour savoir s'il fallait l'enterrer, comment, de quelle manière, etc. Et je jouais un rôle d'animateur, entre guillemets, dans cette soirée. Elle était organisée par l'équipe municipale à laquelle j'appartenais, et qui se présentait aux élections. Et il y avait dans le fond de la salle un groupe d'opposants, et maman était assise, parce qu'elle n'avait pas dû arriver tout à fait à l'heure, proche de ce groupe d'opposants. Et elle est sortie de là en étant ulcérée d'avoir entendu dire du mal de son fils par des gens qui ne le connaissaient pas. Alors, je simplifie à l'extrême, mais il y a malgré tout au fond de ça une réalité à la fois pour l'entourage. Quand vous avez des enfants qui sont adolescents, ça peut être une réalité qui est assez brutale, puis une réalité pour soi-même. Au lendemain d'une élection que vous perdez à quelques voix, vous êtes chez le boulanger, vous pouvez vous dire que statistiquement, dans les 10 personnes qui font l'accueil, il y en a 5 qui n'ont pas voté pour vous. Alors ça peut vous sembler très drôle, et ça l'est quand on prend du recul, mais sur le moment, ça peut aussi, comment dirais-je, ça peut être une source de stress, d'angoisse ou de difficultés particulières. Pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour faire pleurer dans les chaumières, pour dire que si, en face de ça, vous n'avez pas un moteur qui consiste à penser que vous êtes dans le juste,
que vous avez des convictions qui méritent les contraintes qu'il y a en face, à quoi ça sert? À quoi bon la somme des contraintes s'il n'y a pas au minimum la conviction que vous allez pouvoir faire avancer les choses de manière positive? Si vous n'avez pas cette conviction, vous vous lasserez rapidement de ce que vous pouvez penser être les attributs ou les avantages du pouvoir. Le pouvoir, il n'a d'intérêt que si on l'exerce. Si on l'a et qu'on le contemple, c'est comme si on ne l'avait pas. Et dès lors qu'on l'exerce, ça veut dire qu'il faut savoir dans quel sens on le fait et avec quel objectif. Je ne peux pas préventivement répondre à la totalité des éventuelles questions. Je préfère vraiment être dans un temps où vous pouvez me questionner sur quelques sujets que ce soit pour pouvoir engager le dialogue sur un sujet en particulier, sur un thème. Ça peut être la dette, ça peut être le mariage pour tout, n'importe quel sujet. Je n'ai pas de tabou et de limites, sauf celles qui concernent bien entendu ma vie privée, comme vous l'avez compris au cours du début de ces propos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la première des choses, c'est que le politique peut agir. Je ne crois absolument pas au fait qu'on n'a pas de moyens et de leviers. Je pense qu'il y a une forme de lâcheté qui consiste à laisser le pouvoir aux experts dans un certain nombre de domaines, parce que c'est confortable de s'abriter derrière le fait que ça se passe mal mais qu'on n'est pas responsable, et que le rôle du politique, c'est pas de s'excuser, c'est de faire en sorte d'assumer ce pourquoi il a été élu. S'il ne veut pas le faire, il n'y a pas de problème. D'autres seront capables de prendre la relève. Je crois beaucoup à cette phrase, pas de Montesquieu, mais qu'on trouve dans le testament de Richelieu, qui est de dire que la politique, c'est pas l'art du possible, c'est le fait de rendre possible ce qui est nécessaire. Alors bien sûr, il y a des contraintes financières, des contraintes par rapport parfois à des comptes rendus médiatiques de votre action qui vous semblent partisanes, partiales, ou décalées par rapport à la réalité. Mais si vous cherchez des excuses pour ne rien faire, le plus simple, c'est encore de ne pas s'engager. Il n'y a pas d'intérêt particulier à y aller si vous avez déjà une idée forte de ce que sont les contraintes. Donc, je ne crois pas à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes, mais ça veut dire que de manière certaine, on ne peut pas s'abriter derrière les contraintes qui existent pour justifier une inaction. Dire que c'est de la faute des autres, c'est l'excuse la plus répandue, pas seulement en politique. Il faut aussi être capable de regarder en face ce que sont nos propres responsabilités. Quand je dis nous, je pense à nous élus, mais je pense aussi à nous électeurs. Depuis 1974, des gouvernements élus à la majorité absolue ont réalisé l'exploit en 38 ans de ne jamais avoir voté un budget en l'équilibre. En 38 ans. C'est bien sûr une responsabilité qu'on peut imputer à celles et ceux qui n'ont pas eu le courage politique de prendre un certain nombre de décisions. Mais il y a aussi une part de responsabilité collective dans le fait d'avoir parfois reconduit des gens dont on savait ce qu'avait été leur modalité de gestion au cours des années précédentes dans ce type d'exercice. Et pour aller un peu plus loin, dans l'exercice qui consiste à repousser les responsabilités vers les autres, on a aujourd'hui une cible facile avec l'Union européenne qui constitue un bouc émissaire idéal d'un certain nombre de lâchetés nationales, parce que c'est loin, parce que c'est un gros machin, parce que le temps que ce gros machin, entre guillemets, réponde potentiellement à des critiques qui sont émises, on peut continuer dans un certain nombre de cas à proférer des contre-vérités ou à pointer des dysfonctionnements ou des difficultés. Ça ne veut pas dire là aussi que tout marche bien, ça veut simplement dire que c'est facile de se tourner vers ceux qui sont à l'extérieur pour penser qu'ils ont la responsabilité de nos propres fautes ou de nos propres erreurs. Donc, très simplement, je ne me défausserai pas, ou en tout cas le moins possible, par rapport aux questions que vous me poserez en vous disant que c'est de la faute des autres. Je ferai en sorte de vous répondre avec le plus de sincérité aux différentes questions que vous voudrez me poser pour que je puisse, au-delà de cette profession de foi liminaire, me mettre en situation d'études de cas appliquées sur tous les sujets qui pourraient justifier ou permettre de comprendre pourquoi l'engagement politique, non seulement il sert à quelque chose, mais il est d'autant plus nécessaire que, quel que soit le nombre de personnes à participer à une élection, à la fin, il y aura un élu. Et cet élu, il aura une légitimité totale. Si vous qui êtes ici, considérez qu'il ne faut pas s'engager,
Ça veut dire que vous laissez les autres décider à votre place. Et quand on laisse les autres décider à sa place, ça veut dire qu'ensuite on ne peut pas se plaindre des décisions qui ont été prises. Parce qu'on a accepté de fermer les yeux et de se laver les mains de la situation devant laquelle on se trouvait. Pour un élu, ou pour quelqu'un qui souhaite s'engager en politique. Je vous ai dit ce qui était, de mon point de vue, les 3 qualités de départ. La nécessité d'avoir un moteur qui repose sur un certain nombre de convictions et la volonté de ne pas se défausser sur les autres. Mais pour les électeurs, pour ceux qui ne sont pas encore engagés en politique, la question de la mobilisation, du fait d'entrer dans l'arène, le fait de s'ouvrir auprès de ses amis, de ce qu'on peut penser sur un sujet en particulier, sur une élection ou sur un candidat, c'est de votre responsabilité à chacun. Si au lendemain d'une élection, vous venez vous plaindre d'un résultat alors qu'en amont, vous avez laissé d'autres tracter, coller, discuter avec leurs collègues ou avec leurs amis, vous avez vous-même une part de responsabilité dans le résultat qui est engagé. La politique, c'est l'ensemble de la cité qui est censée se gouverner par elle-même. La démocratie, au-delà de la vertu, elle a une définition qui a été faite par Lincoln, qui est de dire que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le du peuple, le par le peuple, le pour le peuple, il recouvre 3 réalités distinctes. Mais le par le peuple, il est totalement de la responsabilité du corps électoral. Et donc de chacune et de chacun d'entre vous. À chaque scrutin, à chaque fois que vous avez une occasion de vous manifester. Voilà ce que je souhaitais succinctement dire en introduction. Et maintenant, j'attends avec sérénité et impatience le début des questions.